Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Je suis avec Jean-François Gilliard, le directeur général de Greenpeace France. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-François Gilliard, vous revenez juste après de la COP 21. Quel bilan vous en faites? Vous êtes satisfait? On en fait un bilan très mitigé. On est satisfait dans le sens où il y a un accord, c'est déjà une bonne chose. On aurait pu reproduire ce qui s'était passé à Copenhague il y a 6 ans et avoir un échec complet et repartir de zéro. C'est pas le cas, il y a un accord. Il y a une bonne chose pour moi dans cet accord, c'est qu'on rappelle qu'il faut que la planète reste en dessous des 2 degrés de réchauffement, voire même vise 1,5 degré. Et c'est essentiel de préciser ça. C'est la première fois que 1,5 degré ça apparaît dans un tel accord. Et la différence entre 1,5 et 2 degrés, c'est vraiment une question de survie pour certaines populations dans certaines régions du monde, ou voire pour certains pays, États insulaires dans le Pacifique, pour lesquels ça fait vraiment une différence. Donc ça, c'est le bon point. En revanche, on n'est pas pleinement satisfait parce que ça ne va pas assez loin, parce que ça ne va pas assez vite. Cet accord, en fait, il serait très très bon si on avait 2 siècles devant nous pour régler la question de la crise climatique, mais on n'a pas 2 siècles devant nous. Donc du coup, il n'est pas assez ambitieux. Cet accord, les principaux points, c'est qu'il donne l'objectif de 2 degrés, si possible 1,5 degré, mais qui ne donne pas tellement d'impératifs dans le temps et qui constate que les efforts promis par les différents États ne seront pas suffisants pour y arriver. Donc il faudra renégocier d'ici une dizaine d'années. C'est ça, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui que les engagements, parce qu'avant cette COP, tous les pays ont fourni des engagements nationaux, donc notamment des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et on sait que la somme des engagements des pays nous place plutôt sur une trajectoire de 3 degrés. Donc ce qu'on attendait de cette COP, c'est qu'elle oblige les pays à augmenter, à rehausser leurs engagements pour qu'on tente de rester dans cette trajectoire de 1,5 degré. Et là, on n'a pas réussi à obtenir ça dans l'accord. Donc l'accord dit qu'il faut viser 1,5 degré, mais il ne donne pas les moyens d'y parvenir. Le seul moyen, finalement, c'est l'opinion publique, c'est de dire que les États prennent les engagements publics, que les résultats seront publiquement affichés, et que donc les opinions publiques pourront faire pression sur leurs États s'ils voient que leurs États ne respectent pas assez. C'est ça le principal levier? C'est l'un des principaux leviers, c'est sûr, mais le problème c'est que l'opinion publique, à travers la société civile, elle peut être mobilisée dans certains États, mais elle ne le sera pas dans tous. Aujourd'hui, les points clés, les pays clés sur ces questions-là, c'est notamment l'Inde et la Chine, et c'est très difficile en Inde et en Chine pour avoir une opinion publique qui se mobilise sur ces questions-là et qui puisse faire pression sur les États pour rehausser leurs engagements. Donc si on parle de la Chine, c'est le gouvernement qui rend difficile ça, mais l'opinion publique, elle commence à comprendre ce que c'est que la pollution. L'opinion publique a compris, et l'opinion publique demanderait à l'État de faire plus, mais on sait qu'en Chine, c'est très compliqué pour la société civile, ne serait-ce que de s'exprimer. Parler d'une société civile ou d'une opinion publique qui fait pression sur l'État chinois, c'est difficile. Le gouvernement a pris des engagements, le gouvernement chinois, c'est la première fois, c'est déjà bien, mais il l'a fait, non pas parce qu'il s'est converti à l'écologie du jour au lendemain, il l'a fait parce que la population chinoise est en train de s'asphyxier de par la pollution. On a tous vu ces images de pollution dans les grandes villes chinoises. Et du coup, cette pollution, elle entraîne un ralentissement de la croissance économique aussi. C'est-à-dire que beaucoup d'industries en Chine ont été mises à l'arrêt parce qu'elles contribuaient à cette pollution et qu'elle était en train d'asphyxier sa population. Donc le gouvernement chinois a bien compris qu'il n'a plus le choix. Il est au pied du mur, il est obligé de mettre en marche un certain nombre de mesures, sauf que pour nous, il ne le fait pas assez rapidement. Et le grand mauvais élève, finalement, c'est les États-Unis. Obama qui est pour, mais le Sénat qui est contre, et le peuple américain qui n'est pas forcément très convaincu. Non, les États-Unis auraient pu faire mieux aussi. Ils auraient pu faire mieux en termes d'engagement, parce que les États-Unis ont une responsabilité particulière. C'est le pays qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre en proportion de la population. C'est-à-dire qu'un Américain moyen émet 15 tonnes de CO2 chaque année, quand en Europe on en émet autour de 7 ou de 8, et en Afrique moins de 1 tonne. Donc c'est sûr que les États-Unis ont une responsabilité historique particulière. Et du coup, ils devraient avoir une responsabilité particulière aussi dans la réduction des émissions de CO2 et puis dans le financement des mesures qu'on doit prendre pour protéger un certain nombre de populations. Les États-Unis ont annoncé le doublement de leur aide au développement, passant de 400 à 800 millions de dollars, mais c'est pareil, ce n'est pas suffisant non plus, c'est loin du compte. Alors parlons un peu de votre livre, que vous avez sorti juste avant la COP en octobre, Les Veilleurs du Ciel. Il s'agissait pour vous de mettre en valeur les initiatives individuelles
c'est par la base qu'on trouvera des solutions? Oui, parce qu'on ne les trouvera pas dans les COP. Après avoir fait l'expérience de la COP 21, je suis convaincu que la solution ne viendra pas des COP et que ce ne sont pas les COP qui ont lieu tous les ans. Il y aura une COP 22 l'an prochain au Maroc. Ce ne sont pas les COP qui vont nous sauver du dérèglement climatique. Parce que le fonctionnement même de ces COP, le fonctionnement même des Nations Unies ne permet pas de prendre les bonnes décisions, ne permet pas d'avoir suffisamment d'ambition, ne permet pas d'aller suffisamment vite dans les mesures à prendre. Et donc du coup, je pense que la solution au dérèglement climatique, elle vient de toutes les initiatives qui sont prises par des citoyens, par des villes, par des collectivités locales, par des entreprises parfois, qui ont bien compris qu'il ne fallait plus attendre des COP qu'elles trouvent des Et quel genre d'initiative alors? Des initiatives par exemple dans le domaine de la transition énergétique. De plus en plus de gens sur la planète comprennent que le problème au dérèglement climatique, c'est le pétrole et le charbon qu'on brûle depuis deux siècles ou plus. La solution au dérèglement climatique, c'est d'avoir des modes de production propres. Et les modes de production propres, il n'y en a pas 250, ce sont les énergies renouvelables. Et donc il y a de plus en plus notamment de villes par exemple, qui se tournent vers les énergies renouvelables. De plus en plus de villes, et quand je parle de villes aujourd'hui, on parle de villes de plusieurs millions d'habitants. Il y a des villes comme Copenhague, Stockholm, San Francisco, Vancouver, Sydney, beaucoup de villes allemandes, qui ont décidé de viser un horizon fait de 100% renouvelable. Et donc ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça permet de mettre en place de vraies économies d'énergie, et du coup ça permet de lutter sérieusement contre le dérèglement climatique. Donc plus on sera nombreux à s'engager dans cette voie-là, à titre individuel, avec sa collectivité locale ou des entreprises qui le font, plus on fera grossir un mouvement pour le climat qui, pour moi, est la solution au dérèglement climatique. Alors, c'est à retrouver dans Les Veilleurs du Ciel, Jean-François Juliat. Votre livre paru donc en octobre. Je dis au revoir aux téléspectateurs de TLM, mais on va continuer à en parler sur le site de Lyon Capitale. Dans les exemples que vous donnez, vous parlez beaucoup de l'île de Sein qui mène un combat homérique contre EDF. Pourquoi ça passe pas? Pourquoi l'île de Sein et ses quelques centaines d'habitants n'arrivent pas à renoncer à une centrale au fioul? En fait, pour moi, l'île de Sein, et je me suis intéressé à l'île de Sein parce qu'elle est assez symptomatique des choix qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'île qui veut continuer avec ses cuves de fioul et qui, pour moi, représente un peu le monde passé, donc qui repose sur les énergies fossiles. Et puis une autre moitié de l'île qui a fait le constat que l'île était à la fois menacée par le dérèglement climatique, parce que l'île de Sein est l'un des premiers territoires français qui risque de disparaître un jour à cause de la montée des eaux. Et ses habitants ont fait le constat aussi qu'ils étaient responsables aussi, parce que comme ils n'ont pas d'électricité sur l'île de Sein autrement qu'avec ces générateurs de fioul. Et du coup, ils brûlent du fioul, donc ils polluent beaucoup plus, ils émettent beaucoup plus de CO2 que les habitants sur le continent. Et donc, ils se sont dit, c'est quand même assez absurde, aberrant, qu'on soit potentiellement demain des victimes du dérèglement climatique et qu'on contribue, alors à notre modeste niveau, parce que l'île de Sein c'est un petit territoire, mais qu'on contribue à ce dérèglement et à cette pollution. Et donc cette moitié d'habitants, c'est vraiment à peu près la moitié des habitants de l'île, a décidé d'engager une transition énergétique en disant on ne veut plus de ces cuves de fioul, on veut produire notre propre électricité à base d'énergie renouvelable, avec une éolienne, avec une hydrolienne, donc ces éoliennes qu'on plonge dans la mer. EDF vient d'en faire l'expérimentation en Bretagne aussi. Et donc ils ont demandé à EDF de leur confier en gros les clés du réseau électrique en disant « Merci, vous avez fait ce que vous avez pu pendant des années, mais maintenant on veut passer à l'étape suivante, on veut se tourner vers le monde de demain, on veut engager la transition énergétique, donc laissez-nous faire, on est grand, on va se débrouiller tout seul. » Sauf que EDF ne veut pas en entendre parler. Et du coup, il y a une sorte de guerre de l'énergie qui se déroule sur l'île de Sein, et avec EDF d'un côté qui refuse de céder là-dessus, et puis ses habitants qui sont constitués en association, qui ont même monté une société aujourd'hui, et qui essaient de convaincre le plus grand nombre qu'ils peuvent et qu'ils doivent même reprendre les mains de leur système énergétique et avoir de l'électricité propre. Ils vont y arriver ? J'espère, je leur souhaite en tout cas, on les soutient nous avec Greenpeace pour essayer de faire en sorte qu'ils aient gain de cause, mais en face il y a EDF, en face il y a l'État français, c'est très compliqué. Alors pour parler un peu de vous pour finir, vous étiez journaliste, vous avez commencé comme journaliste et puis vous êtes passé du journalisme à l'activisme en passant par Reporters sans frontières pendant 4-5 ans au moins. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené de passer du journalisme, du témoignage à l'action ? En fait, quand j'étais journaliste, j'adorais toute la partie enquête, investigation, traitement de l'information, collecte de l'information, vérification de l'information, croisement des témoignages, des sources, etc. Mais j'étais parfois frustré de me dire, voilà, j'ai un matériau extraordinaire,
je vais le publier, je vais le diffuser quelque part sur un média, et ensuite c'est terminé, je passe à autre chose. Et quand j'ai rejoint Reporters sans frontières, j'ai découvert qu'on pouvait allier les deux. C'est-à-dire que chez Reporters sans frontières, en fait, les infos qu'on récupérait, on s'en servait ensuite pour faire du lobbying auprès d'un certain nombre d'États qui réprimaient les journalistes, qui réprimaient la liberté d'expression. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait à la fois avoir une approche journalistique, donc aller chercher de l'information, et une approche d'activiste pour en faire quelque chose, pour essayer de changer les choses. Et moi, c'est ce côté changer les choses, changer le monde qui m'anime maintenant depuis des années. Et donc quand j'ai pu rejoindre Greenpeace, ça a été aussi une formidable opportunité de poursuivre dans cette voie-là. Chez Greenpeace, on fait de l'enquête, on fait de l'investigation, on fait de l'expertise, donc on a un traitement quasi journalistique dans les témoignages qu'on peut recueillir parfois, dans les missions qu'on va envoyer partout dans le monde. Mais ensuite, on a cet aspect activisme, lobbying, conviction que je trouve extraordinaire. Alors vos grands coups à RSF, on se souvient, c'était d'avoir perturbé le passage de la flamme olympique pour les Jeux Olympiques chinois et aussi l'allumage de la fléchette. Vous étiez montier sur Notre-Dame, affiché les grands drapeaux Reporters sans frontières. Quel va être votre prochain coup sur Greenpeace? C'est quoi votre mode d'action privilégié aujourd'hui? Écoutez, déjà le prochain coup, je ne vous en parlerai pas. Et le dernier, le plus récent, c'est ce soleil qu'on a peint autour de l'Arc de Triomphe à la fin de la COP pour dire voilà, il est plus que temps de se tourner vers l'énergie solaire et les énergies renouvelables. Et donc on a eu 80 militants de Greenpeace environ qui ont peint un soleil géant autour de l'Arc de Triomphe avec une belle photo aérienne, une belle image aérienne qui a permis et cette photo a voyagé partout dans le monde. Donc ça a permis de rappeler, encore une fois, que la solution, elle est là, elle est entre nos mains, la solution pour faire face au dérèglement climatique. C'est l'action gentille, c'est-à-dire que vous citez ça parce que c'est aussi une manière de dire que on voit plutôt Greenpeace à bord de petits bateaux attaquer les baleiniers. C'est pas forcément dans une action à la limite de la violence qu'on peut se faire entendre. Non, alors déjà Greenpeace est profondément non violente. Après, on a des actions qui sont plus confrontatives que d'autres. Là, ce soleil c'était une peinture quelque part. Greenpeace de toute façon continue et continuera toujours de mener des actions. On l'a fait très souvent avec des intrusions dans les centrales nucléaires et ça se poursuivra. Après, je crois que on fait pas des actions pour faire des actions. On fait des actions à un moment donné pour débloquer des choses, pour changer une situation. Donc, on essaie à chaque fois de penser quel est l'objectif et du coup quelle est la meilleure tactique, quel est le meilleur moyen pour y parvenir. Donc un coup ça va se faire avec une très belle image, un coup ça va se faire avec des bateaux sur l'océan. Vous êtes passé du journalisme à l'activisme, pourquoi pas la politique? Non, aucune envie de faire de la politique. C'est pas à ce niveau-là qu'il faut changer les choses? Non, je crois pas. Je ne crois plus, justement. Je ne crois plus. Je crois que, en tout cas, sur ces enjeux environnementaux, sur ces enjeux de société, sur ces questions de démocratie, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est plus utile en étant dans la société civile, donc les associations, les mouvements. Il y a beaucoup de formes dans cette société civile, mais là, je l'ai expérimenté sur la question climatique. Je crois beaucoup plus à l'action de la société civile qu'à l'action de la politique. Une dernière question, vous avez été un compagnon de route de Robert Ménard, on voit les scores du Front National, on voit aussi le désamour des Français vis-à-vis de la politique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment répondre à ça? Je crois qu'il faut répondre à ça en étant, je dirais, honnête dans ses convictions et ses engagements. Voilà. Je crois que aujourd'hui, mon passage, j'étais à Reporters sans frontières pour défendre une certaine conception du monde. Je suis chez Greenpeace pour défendre une certaine conception du monde qui repose sur des valeurs de respect de l'autre, de tolérance, de respect des libertés, de respect de la démocratie. Et voilà. Et moi, je resterai dans cette voie-là. Je pense qu'on a besoin d'avoir de l'honnêteté, de la sincérité dans nos engagements. Ça manque en politique aujourd'hui. Je trouve que la difficulté de l'exercice politique est que le passage à l'action est difficile, ou le passage à l'action n'est pas à la hauteur des promesses faites. Voilà, très clairement encore une fois sur les questions dont je parle aujourd'hui, sur les questions environnementales, on a eu beaucoup de promesses au début du mandat de François Hollande. Ces promesses ne sont pas tenues aujourd'hui. On nous a promis que Fessenheim allait fermer, la centrale nucléaire de Fessenheim, elle n'est toujours pas fermée. Aujourd'hui, on nous promet que le nucléaire va diminuer, que les énergies renouvelables vont prendre plus de place. On attend de voir, on jugera sur pièce. Mais c'est vrai qu'on a connu ces dernières années plus de déception que de satisfaction. Quand on voit chez les moins de 25 ans qu'il n'y en a que 30% qui votent et que parmi ces 30%, ils sont 30% à voter Front National, qu'est-ce que vous dites à ces
70% de jeunes qui ne croient plus à la politique. N'allez plus voter, engagez-vous? Non, je crois qu'il faut toujours voter parce que c'est quand même un moyen de s'exprimer. Je ne dis pas qu'il faut oublier, moi poser la question si moi je voulais faire de la politique. Moi je ne veux pas faire de la politique, je ne dis pas qu'il ne faut plus de responsables politiques. Je pense qu'il faut de la sincérité dans les engagements des responsables politiques. Il faut arrêter de toujours penser à la campagne suivante et je pense qu'il faut aujourd'hui essayer de faire de la politique autrement. Il y a des expériences intéressantes, c'est encore inabouti, mais j'ai observé de près ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Espagne avec des mouvements politiques qui prennent naissance sur d'autres bases, souvent sur des bases de la société civile. Je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes, ce serait naïf de penser ça, mais je crois qu'il y a aujourd'hui d'autres formes de politique à inventer. Donc si j'ai un message à faire passer à ces jeunes, c'est que non, il faut voter, il faut s'intéresser à ces questions-là, il ne faut surtout pas se détourner de tout ça. Merci Jean-François Julien, vous allez rejoindre des jeunes justement de Sciences Po Lyon, et essayer de les convaincre. Et puis moi je vous souhaite à bientôt.